Je pense que le plus simple, c'est de reprendre l'analogie avec le communisme. Qu'est-ce qu'a fait le communisme, qui est le système le fascisme le plus violent qu'ait connu l'humanité au XXe siècle? Au nom du bien et de la défense des prolétaires, qui est une bonne cause, il a massacré des paysans, des bourgeois, des millions et des millions de personnes. Et ça, c'est pervers. C'est pervers dans le sens étymologique, puisque pervers, c'est retourner la logique naturelle. Le communisme était censé faire le bien et il a fait le mal. D'accord? Et c'est dans ce sens-là, le gender promet de prendre la suite. C'est-à-dire qu'il ne promet pas une société sans classe, mais il promet une société sans sexe, puisqu'il y aura une infinité de genres. On est dans la pathologie du narcissisme. Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Au départ, c'est une intention libératrice quand elle l'écrit dans le deuxième siècle, en 1949 ou 1950. Seulement, quelques temps plus tard, une féministe, Betty Friedan, lui dit « Mais vous savez, il y aura toujours des femmes qui voudront être mères et privilégieront ça au travail. » Et Simone de Beauvoir lui répond, du moins c'est ce qui est écrit dans les livres de Somers, ben dans ce cas, il faudra le leur interdire. Donc je libère les gens, mais je ne tolère pas qu'ils aient un avis différent du mien. Donc ça, c'est du narcissisme. Je réorganise le monde, et les gens qui ont une dynamique narcissique sont souvent des révolutionnaires, des leaders, et en ce sens-là, ils peuvent être bénéfiques, mais il y a une dérive possible, c'est-à-dire je libère le monde uniquement dans le sens de mon idéal, il n'est pas question que je tolère que l'autre ait aussi son avis. Dans le genre, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe au départ de la théorie du genre, et notamment chez Butler. Vous avez une ambition légitime, une ambition bénéfique, qui est de défendre les gens qui n'ont pas la chance de tomber facilement dans une catégorie homme ou femme, soit parce qu'ils sont hermaphrodites, soit parce qu'ils ont une orientation sexuelle non hétérosexuelle. Et donc ils vont avoir du mal à se caser dans le monde très normé, et parfois ça peut aller, comme elle le souligne elle-même, jusqu'au meurtre. C'est-à-dire, on peut tuer des gens parce qu'ils sont homos, bon. Et c'est tout à fait louable, en tout cas à mon avis, de vouloir aménager le monde pour que ces gens-là trouvent au mieux leur place. Seulement, la théorie du genre qui se répand aujourd'hui, c'est pas du tout ça. La théorie du genre qui se répand aujourd'hui, c'est de dire, pour que ces gens trouvent leur place, il faut détruire la structure psychique de tous les gens qui trouvaient naturellement leur place en hommes et femmes et en hétérosexuels. Et là, c'est pervers. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à nouveau, au nom de la libération d'une petite quantité de gens, mais ça vaut toujours le coup de s'occuper des gens, même s'ils ne sont pas nombreux, on va opprimer la majorité. Et comme dans le communisme, il y a un retournement pervers. En psychanalyse, les pervers nient une partie de la réalité qui est la différence des sexes. Donc effectivement, la théorie du genre est emblématique en niant une partie de la réalité, qui est la différence des sexes, mais je voudrais rétro-pédaler par rapport à votre question. La négation de la réalité est une très vieille tradition en Occident même, et quand on veut se pencher sur les racines des dysfonctionnements actuels, il faut absolument prendre ça en compte. Moi, je remonterais presque jusqu'au nominalisme au Moyen-Âge, qui récusait la possibilité de faire une adéquation vraiment à la réalité. Mais après, quand vous avez Descartes, qui dit je suppose que rien n'existe et je m'aperçois qu'il ne reste plus que ma pensée, on est aussi dans le doute de la réalité. Quand vous avez Rousseau qui dit commençons par écarter tous les faits, on est aussi dans l'éloignement de la réalité. De ce point de vue-là, les théoriciens du gender ne sont pas vraiment, ils ne font pas de saut qualitatif important, mais ils prolongent une longue tradition, et à la limite, si on n'est pas content, ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment tout a dérivé depuis saint Thomas d'Aquin. Enfin, j'exagère à peine. Quand on parle de toute puissance narcissique, moi en tant que psychologue, c'est là que je place la racine du mal, si vous voulez. Et on parlait de nier la réalité. Le narcissique, il est à cheval entre ses rêves et la réalité. Et quand il est en bonne santé, il arrive à jongler entre les deux. Mais quand il commence à délirer, comme dans ses mouvements révolutionnaires, il veut plier la réalité à son rêve, communiste ou gender, et à ce moment-là, il va massacrer les autres qui lui résistent. La limite, la première limite, la limite minimale, la limite symbolique à la toute-puissance du narcissisme, c'est quoi? C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée que moi, je ne suis pas tout et je ne suis pas tout puissant. Vous avez des gens qui ont étudié les leaders, je pense à Kohut, un grand spécialiste du narcissisme, et je pense aussi à un Australien qui s'appelle Hawkes. Et ils ont remarqué que chez les gourous, il y a deux types de gourous. Il y a les gourous qui se croient eux-mêmes la divinité, et puis il y a ceux qui se croient un messager de la divinité et qui ont placé donc
Et leur narcissisme grandiose est divisé en deux, eux et la divinité qu'ils représentent. Évidemment, il y en a qui finissent mieux que les autres. Parce que si vous vous croyez la divinité à 20, 30, 40 ans, ça peut encore marcher. À 50, 60, 70, la réalité vous rattrape et vous montre que la divinité n'est pas si glorieuse que ça. Ceux-là finissent pas très bien. Mais ceux qui sont simplement des messagers, ils peuvent maintenir leur équilibre psychique plus longtemps. Parce que le grandiose, l'idéal, il est en Dieu. Et moi, je crois que vraiment, si on veut lutter contre ces délires qui arrivent régulièrement à l'humanité, il faut se pencher sur le lien avec la croyance en Dieu. Les deux grands fascismes qui ont massacré des millions de gens au XXe siècle sont des idéologies athées, que ce soit le communisme ou le nazisme. Et je crois que, comme on dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si je ne suis pas le plus grand, si à ce moment-là, je vais me relier au monde et aux autres différemment. Ce mouvement d'idées a pris, non, ce n'est pas resté un mouvement d'idées, c'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir et un mouvement qui s'impose au monde entier depuis Pékin 95. Et là, évidemment, c'est une autre sorte de danger, et c'est même, à mon avis, un alignement fascisant de la société. C'est-à-dire que progressivement, vous n'avez plus le droit de penser différemment que ce que dit la théorie du genre. Donc moi, je crois personnellement, et ce que j'ai répondu à des intervenants dans une entreprise où j'étais, qui faisait de la propagande pour la théorie du genre, subventionnée par la direction des ressources humaines. Ce que nous dit le psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions, et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Et ça, en tant que psychologue, c'est un message fort. Si on détruit les repères des gens, ça donne des gens paumés, faciles à manipuler. Dans les années 90, j'ai été amené à enseigner une théorie du management qui s'appelle le chaos management. Le chaos management, c'est casser les repères des gens pour les rendre plus créatifs et productifs. Mais ils sont aussi plus faciles à manipuler. Et cette théorie, j'en entends plus beaucoup parler en tant que théorie, mais en revanche, je la vois appliquée partout, que ce soit dans les entreprises ou au niveau politique actuellement, casser les repères des gens. Ça rejoint la prédiction de Marx. Marx disait, le capitalisme détruira tout ce qui s'oppose à lui. Donc toutes les structures anciennes, les nations, les familles, etc., sont en train d'être brisées à travers le monde, soit par les guerres, soit par l'immigration, etc. Ce qui se cache derrière, c'est une mise en ordre au niveau mondial et politique de l'humanité, qui, à mon avis, va dans le sens, mais là je peux me tromper parce que ce n'est pas mon domaine, d'une sorte de mise en esclavage au profit des grandes puissances financières. Et ça, voilà, c'est une hypothèse que je risque. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est dangereux parce que ce n'est pas une idéologie, c'est un mouvement politique qui s'impose avec violence au monde. Comment une erreur cognitive, ou ce qui peut apparaître à certains ou à certaines comme un gentil délire, si on veut le forcer avec violence sur la réalité, ça donne des résultats terribles. C'est l'affaire Jandré Botta en Afrique du Sud. C'est cette affaire où vous avez deux lesbiennes, il y en a une qui a un petit garçon, et sa compagne veut que le petit garçon l'appelle papa. Ce qui est parfaitement conforme à la théorie du genre. Le genre, c'est une question de rôle social construit. Je ne vois pas pourquoi le petit garçon, même si je suis une femme, ne m'appellerait pas papa. Il a refusé, il a été torturé à mort. Voilà ce qui se passe quand les délires sont imposés par la violence au réel. Et ça donne des massacres, comme on a connu au XXe siècle. Donc, ce n'est pas une théorie, c'est vrai que penser est toujours dangereux, mais ce qui se passe, ce n'est pas la théorie du genre. Ce qui se passe, c'est l'imposition au niveau mondial de la théorie du genre. Et comme toutes les questions de diversité, de ce que je constate, que ce soit dans les entreprises ou dans les gouvernements, les questions de diversité servent, même si elles ont un bon fond au départ, de cache-sexe à des manœuvres de pouvoir et de domination sociale. Au niveau de l'école, la première conséquence, c'est une amplification de ce qu'a très bien écrit l'américaine Christina Hoff Sommers dans son livre The War Against Boys, la guerre contre les garçons. Derrière les discours lénifiants sur déconstruire les stéréotypes, clairement, les Américains sont parfois plus francs, ils disent si on permet aux petits garçons d'être différents des petites filles, on perpétue l'oppression des femmes, on va donc interdire aux petits garçons d'être différents des petites filles. On va donc les inviter fortement à jouer à la poupée, à porter des robes, on va supprimer les cours de récréation pour qu'ils ne puissent pas courir, etc. etc. C'est ce que décrit Christina Hoff Sommers dans son livre. Et donc, on a vraiment là les traits d'un fascisme qui fabrique un homme nouveau ou un androgyne nouveau, un homme-femme, si vous voulez. Ce sera, on a vu avec Simone de Beauvoir que c'est pas mieux intentionné vis-à-vis des femmes, mais
malgré tout, comme un des principaux axes, c'est de libérer les femmes, la haine ou l'agression est dirigée, ou la rage est dirigée contre les garçons et les hommes. Le but visé, à mon avis, ou l'intérêt, pourquoi cette idéologie rend service, c'est parce qu'elle aboutit à la destruction de la personne. Le sous-titre de Judith Butler, c'est Féminisme et subversion de l'identité. Ce n'est pas subversion de l'identité sexuée, c'est subversion de l'identité tout court. C'est-à-dire que dans cette idéologie postmoderne, la personne, le sujet n'existe pas. Si vous voulez que le chemin pris par Descartes, je pense donc je suis, a été mené jusqu'au bout, mais je n'existe pas. Et donc nous sommes juste un petit noyau de vie manipulé par des rapports de pouvoir qui nous font homme ou femme. C'est ça le gender. Mais que la personne n'existe pas, ça c'est génial pour un État totalitaire. Parce que qu'est-ce qui fait, et ça va en l'encontre de toute la civilisation chrétienne qui est fondée sur la dignité de la personne faite à l'image de Dieu. La personne n'est pas intéressante pour un système capitaliste, que ce soit du point de vue employeur ou consommateur. Et d'ailleurs, vous n'avez plus de direction du personnel, mais une direction des ressources humaines qui s'occupe des compétences des gens. Vous avez des portefeuilles de compétences sur pattes, en gros, ambulants, qu'on va exploiter au mieux. Mais la personne, c'est gênant parce que ça a des besoins, notamment spirituels. De même du côté de la consommation. On ne va pas se soucier de la personne, on va faire du marketing en fonction du fait que vous êtes, je ne sais pas moi, musulman, chrétien, juif, ou en fonction que vous êtes mère de famille, père isolé, parent isolé, etc. Et on va créer en vous des actes compulsifs d'achat. C'est ça le but du marketing. Mais il ne se soucie pas de la personne, c'est un encombrement. Donc il faut la bypasser. Et quel meilleur moyen de la bypasser que d'enlever toute structure à l'identité. Et bien sûr, c'est totalitaire, mais c'est bougrement commode si on a en vue un monde organisé uniquement sous le primat de la consommation et du fonctionnement capitaliste. Le fondateur de la chaire de sociologie à Harvard, c'est quelqu'un qui s'appelait Pitirim Sorokin et qui a beaucoup travaillé sur les groupes et la notion de l'amour. Il a écrit un livre qui s'appelle The Power of Love, le pouvoir de l'amour. Et il avait remarqué qu'on pouvait glisser assez rapidement de l'amour d'un groupe à la haine des autres groupes. Et ça, bon, pas besoin d'assister. Le nazisme, le communisme, etc. C'est vraiment typiquement ça. L'amour des Allemands, la haine des Juifs. L'amour des prolétaires, la haine des bourgeois et des oppresseurs, etc. Alors, moi, ce qui me semble, c'est que, en réalité, notamment dans une société qui a refusé Dieu, le besoin de sacré de l'homme est tellement fort qu'on va avoir tendance à idéaliser, à sacraliser une partie de l'humain. Et typiquement, à notre époque qui idéalise les victimes, les pauvres victimes d'injustice vont être idéalisées, on va complètement investir ce groupe. Alors ça peut être les femmes, ça peut être les homosexuels, ça peut être ou les hommes, ça dépend des circonstances. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un régulateur qui est Dieu au-dessus de tout le monde, à ce moment-là, l'idéalisation d'un groupe va être concomitante de la déshumanisation d'un autre groupe. Forcément, parce que s'il y a oppresseurs et opprimés, on va porter au nu les opprimés, et puis les oppresseurs, c'est des méchants qui perdent leur statut d'humain et on va les massacrer. Et donc voilà une autre raison pour laquelle c'est important que le narcissisme soit mobilisé au niveau de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui est grand. Donc certes, il y a une deuxième notion très importante du christianisme qui permet la régulation, c'est la notion de péché originel, qui fait que le mal est présent dans tout le monde, et on ne peut pas utiliser le mécanisme psychologique du clivage en disant les bons d'un côté et les gentils de l'autre. Et c'est aussi en ça que l'éloignement de la religion chrétienne fait qu'on délire de plus en plus, parce qu'on va investir les gentils d'un côté et on va massacrer les autres. C'est un mouvement qui cherche à détruire. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un ennemi privilégié. Et l'ennemi privilégié, c'est l'Église catholique. C'est le christianisme et l'Église catholique, pour plusieurs raisons, enfin deux essentiellement. D'abord parce que c'est une organisation internationale qu'on pourrait qualifier d'idéologique, enfin qui propose aux gens une structuration. On a vu que le but, c'est de déstructurer l'humanité pour la manipuler. Et en particulier parce que la notion de personne est très ancrée dans la foi catholique et la foi chrétienne, l'homme ou la femme à l'image de Dieu, et que c'est ça qu'il s'agit de détruire, toujours dans le but de manipuler les gens. Ce qui rend les gens immanipulables, c'est leur relation à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut détruire.